Bonjour. Euh, je profite que j'ai le micro, je voudrais dire quelque chose à la paire de mamans qui a pris la parole là-bas, et puis aux autres parents qui sont dans la salle que je n'ai pas forcément identifiés. D'abord, je voulais dire que j'étais complètement d'accord avec mon collègue de Necker qu'il ne faut pas se désespérer parce que il est possible de faire une transition en dehors d'une plateforme de transition, heureusement, et ça existe depuis longtemps. Donc ça, c'était le premier point. Et c'est vrai que ça dépend beaucoup de questions de personnes, c'est-à-dire qui va se retrousser les manches et faire ça contre rien, en fait, parce que c'est ça la réalité. La deuxième chose que je voulais dire, ouais, je ne sais pas quoi faire de plus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que une, la principale limitation que je vois personnellement dans les années à venir, ce n'est pas tellement une limitation au regard des moyens qu'on mettra dans la transition, c'est est-ce qu'on aura des médecins d'adultes pour s'occuper des enfants qui grandissent? Parce que finalement, bon, déjà de toute façon, il n'y a pas beaucoup de médecins. Vous avez exprimé la difficulté à rencontrer un médecin traitant et à en trouver un. Mais fondamentalement, les médecins d'adultes ne connaissent pas forcément les maladies qui ont commencé chez les petits et n'ont pas forcément une inclinaison pour aller s'intéresser à ça. Et donc, si vous n'avez pas de médecin, vous pouvez transitionner ce que vous voulez. À un moment, vous allez mouliner dans le vide. Et à mon avis, c'est ça le problème. Et il y a déjà, pour certaines maladies, d'énormes problèmes pour trouver un médecin qui accepte de s'occuper. Donc, soit on développera des gens qui ont une expertise transversale, mais tout au long de la vie, ce qui est un système acceptable, ou soit il faudra former beaucoup de gens et leur donner du goût pour cette médecine-là. À mon avis, c'est peut-être le problème le plus urgent. Et je dis ça alors que j'adore la transition, et j'adore m'occuper d'un programme de transition. Donc, c'est juste ce que je remarque. Bon, du coup, le programme Jump, alors, moi, une des façons que j'ai choisies pour essayer de changer la donne, justement, sur la sensibilisation à la transition et puis les moyens qui peuvent être mis dans la transition, c'est d'aller vers la publication de travaux de recherche, parce que finalement, on peut discuter dans un sens ou dans l'autre, mais à la fin, pour le soin, comme pour beaucoup d'autres choses, si on vient avec un papier publié dans un bon journal, bien fait, qui démontre quelque chose, on n'a pas du tout le même poids face à des autorités qui ont les cordons de la bourse. Et donc c'est très important de faire ça. Et par exemple, là je vois que les plateformes d'Île-de-France ont fait un travail pour essayer de regrouper leur expertise et leurs outils. Et ben, si ce n'est pas publié, le levier ne va pas être le même que si c'est publié dans un bon journal. Alors, qui dit publier dans un bon journal dit aussi appliquer une méthodologie rigoureuse qui répond au canon de ce que demandent les revues internationales. Et donc, c'est un travail qui est forcément beaucoup plus long, plus cher et plus fastidieux. Donc, nous, le premier travail qu'on a fait, on a voulu décrire notre programme, mais vous ne pouvez pas écrire un article pour décrire votre programme parce que ce n'est pas assez puissant. Il faut le décrire et montrer que ça fait quelque chose de bien. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire dans ce premier article qui a décrit le programme Jump et a montré que les gens qui participaient étaient plutôt satisfaits. Mais du coup, je vais prendre une minute pour raconter comment ça se passe. Donc, comment on a commencé? On a commencé en slip. C'est-à-dire, c'est comme... donc là, je ne vais pas retirer mes habits, mais on était en slip. Et c'est comme raconter ma collègue, là, c'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un qui fait un truc en plus de son boulot. Donc, bon, vous avez compris, c'est à la Salpêtrière. Et donc, voilà les deux personnes qui ont... Enfin, il y a moi aussi, mais sinon, il y a les deux personnes qui ont fait un truc en plus de leur boulot. Donc, il y en a une, elle avait son boulot d'infirmière, et puis elle a fait Jump en plus. Et puis l'autre, elle était stagiaire, donc elle a fait Jump en plus, y compris en rentrant chez elle le soir. Et puis, il y a eu des moments où on n'a pas pu les payer toutes les deux, mais elles ont continué quand même. Et puis finalement, on a fini par les avoir et leur partager le poste pour avoir deux personnes qui finalement continuent de faire leur travail plus Jump. Mais au moins, elles ont un demi-salaire pour ça. Mais je raconte ça pas pour pleurnicher ou quoi que ce soit, c'est juste une réalité et je pense que les autres peuvent raconter la même chose. Dans Jump, les soins de support, la moitié des gens qui les font ne sont pas payés.
ils font ça sur la base de leur bon cœur. Voilà ce que c'est la transition en France. Il faut quand même avoir ça en tête. Alors après, on peut faire des programmes de coordination transplateforme et des filières et tout ça, mais franchement, on est en slip usagé. C'est limite. Donc, c'est même pas l'enfance de la transition, c'est la néonatologie de la transition. C'est ça. Bon, en attendant, on a quand même des goodies. Vous voyez, on a des beaux t-shirts, donc c'est cool. Et on a des gens qui ont du cœur, donc je leur ai quand même, parce que c'est mes bijoux, ces infirmières coordinatrices, donc je leur laisse dire un truc sur les vidéos, là. Et c'est là qu'il n'y a pas le son. Pour toi. Si. Le programme JUMP représente un programme innovant qui a débuté il y a maintenant 2 ans pour faire le lien entre la pédiatrie et la neurologie adulte et essayer de se rapprocher le plus possible de ce que veut le jeune ainsi que sa famille et permettre une transition en douceur chez les adultes. C'est un programme qui me tient beaucoup à cœur et qui nous tenait tous beaucoup à cœur, dans le sens où on essaye aussi de renforcer l'estime de soi et la confiance en soi du patient, mais aussi de ses proches, pour essayer de permettre une transition tout en douceur et le mieux possible dans le secteur adulte. Donc moi je suis Marine, je suis l'une des 2 infirmières coordinatrices du programme JUMP. Bienvenue. Quelles sont les difficultés que les patients dans le programme JUMP rencontrent dans leur vie? Je dirais que les plus grandes difficultés qu'ils rencontrent, les patients, c'est d'être exclus en fait de la société. C'est des patients qui ont une maladie neurologique, qui ont un handicap physique et cognitif qui fait que ils sont exclus du travail, ils n'ont pas beaucoup d'amis, ils sont assez isolés en fait socialement. Et ça c'est très difficile pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont isolés et que les gens sont différents avec eux. Donc qu'est-ce que le programme JUMP peut apporter à les jeunes? Je dirais que le programme JUMP en fait est là pour les accompagner. C'est vraiment un soutien, on est là au quotidien quand ils ont un problème, peu importe leur problème, on essaye d'y répondre et de les accompagner pour les accompagner dans leur projet de vie et pour essayer de leur donner un peu confiance en eux et qu'ils se sentent soutenus par nous et par toute l'équipe JUMP bien sûr. Voilà, donc chacun raconte son JUMP et vous avez entendu que la personne qui interviewe a un petit accent. C'est parce que c'est une jeune femme irlandaise, un jeune médecin irlandais qui est venu passer 2 ans pour apprendre JUMP et l'emmener en Irlande. Le rayonnement, c'est aussi quelque chose qui constitue un levier important. Si vous exportez quelque chose dans une autre ville ou dans un autre pays, ça dit quelque chose sur le fait que c'est bien et que ça marche et que vous avez eu une bonne idée. Et donc c'est aussi un levier pour avoir des moyens et pour être soutenu de façon institutionnelle. Donc c'est important de faire ça aussi quand on a la possibilité de faire venir des gens d'ailleurs pour partager l'expérience et la ramener chez eux et la ramener aussi dans d'autres régions du territoire, je pense. Alors, je ne vais pas vous détailler le fonctionnement d'une plateforme, parce que chaque plateforme a son fonctionnement et ce n'est pas le plus intéressant. Là, j'ai touché à l'esprit, et maintenant, ça va être l'esprit plutôt vu par les patients. Donc Mathilde, vous voyez, il y a une petite crosse de hockey, parce que son truc dans la vie, c'est le hockey. Mais malheureusement, elle a aussi un syndrome myoclonique assez invalidant, et elle vous raconte son job. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans, j'ai une passion dans la vie, c'est le hockey sur glace et j'ai des tremblements anormaux. Ok. Et qu'est-ce que c'est le programme JUMP représente pour vous? Ça représente beaucoup dans le sens où ça simplifie la vie des patients, en tout cas ça simplifie la mienne, c'est-à-dire que organiser des rendez-vous dans une grande structure, c'est compliqué. Et du coup, quand je suis arrivée ici, je me suis dit c'est tellement grand, il y a tellement de gens et tellement de médecins et de malades, je me dis je vais jamais réussir à avoir un rendez-vous. Et au final, une fois que JUMP s'est monté, ça s'est fait tout seul. Vraiment, c'était vraiment ça m'a déstressée de me dire que quelqu'un gérait mes rendez-vous en fait. Et en fait, quand j'ai rencontré JUMP, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est mes copines, on rigole.
Le plus et vraiment le mieux chez Jump, c'est tout le côté humain avec le patient. Et c'est vrai que par exemple, j'ai été hospitalisée il y a 2 ans, elles sont passées me voir. Qui ferait ça, enfin, c'est dingue. Enfin, pour moi, c'était vraiment une autre vie depuis que je suis Jump. Voilà, vous voyez que Jump, en fait, c'est plein de choses, hein. C'est des personnes, mais elle aussi, elle est Jump. Donc ça, c'est assez cool quand ils s'approprient comme ça le Jump. Donc là, vous avez touché 2 facettes. La première facette sur laquelle je reviens, c'est on a donné à ce programme 2 axes importants. Le premier, c'est de placer le projet de vie au cœur de la prise en charge. Et la deuxième, c'était de donner le rôle le plus important possible à des gens qui ne sont pas les médecins, parce que je pense que c'est très important ce dialogue qui se passe à côté de celui que les patients peuvent avoir avec leur médecin, parce qu'on ne dit pas la même chose à Jump qu'à son médecin. Et donc c'est complémentaire et ça peut être une force. Alors voilà, ça a bien marché, le Jump et puis le hockey aussi, pour Mathilde. Et on s'occupe du projet de vie, mais on fait aussi des activités d'éducation thérapeutique. Et c'est Marco qui va illustrer cela. Je m'appelle Marco et depuis tout petit, j'ai une maladie très rare. Du coup, ce qui fait que mon cerveau ne fonctionne pas comme le vôtre. Chez vous, il y a comme une sorte de camion de glucose qui va jusqu'à votre cerveau et qui vous permet de marcher, courir, travailler, faire ce que vous voulez. Chez moi, il y a un petit problème. Le camion ne fonctionne pas pareil. Et j'utilise une autre source d'énergie, le gras. Et cette source d'énergie me permet aussi, de faire comme vous, de travailler, marcher, courir, faire du sport. Donc voilà. Donc vous imaginez bien que d'arriver à ce niveau de compréhension de la maladie, c'est quelque chose qui va l'aider à être observant et à suivre un régime contraignant par la suite qui est nécessaire pour qu'il reste en bonne santé. Alors, bon, je vous dis un petit mot sur le travail de recherche. Donc on a utilisé une échelle spécifiquement dédiée à l'étude de la transition. Et en gros, cette échelle, elle mesure à quel point on est content ou pas content de son expérience de transition. Je vous ai mis quelques exemples des questions qui sont posées dans l'échelle. Et à chaque fois, on score de 1 à 5 avec un score maximum de satisfaction qui est 90. Il y a 18 questions. Donc on l'a fait passer, on l'a proposé à 94 patients consécutifs et à leurs parents. Et il y en a 50% qui ont répondu. Et en même temps, on leur a fait passer une échelle analogique et on a regardé les résultats. Donc vous voyez, c'est à peu près la même note pour les patients, pour les jeunes et pour leurs parents, qui est autour de 75. Pour notre programme, les items qui étaient les mieux notés, c'était les items qui étaient relatifs à la prise en charge, aux soins proprement dit. Et les items qui étaient les moins bien notés, c'était ce qui était relatif à la préparation à la transition. Donc ça nous a quand même indiqué où est-ce qu'on devait s'améliorer. Et puis le niveau de satisfaction était, vous voyez, avec l'échelle analogique de 9 sur 10. Donc bon, c'était quand même plutôt satisfaisant. Sachant qu'il y a un petit biais, puisqu'il y a la moitié des patients et des familles qui n'ont pas répondu. Donc peut-être que ceux-là sont moins contents que ceux qui ont répondu. C'est même probable. Et puis des fois, les gens sont contents, mais pas pour les mêmes raisons. Donc j'ai une petite vidéo qui illustre ça. Donc vous allez avoir successivement l'avis du patient et de son papa. Thomas, qu'est-ce qui vous a plu lors de la dernière consultation avec le professeur Flamand-Rose ? Quand le professeur il m'a demandé un café. Et qu'est-ce qu'il a fait alors quand vous avez demandé le café ? Il a cherché un café. Monsieur, Oui. qu'est-ce que vous avez apprécié dans l'hôpital de jour Jump avec le docteur McGovern ? Aujourd'hui, j'ai énormément apprécié le fait qu'il y a un examen neurologique complet. C'est la première fois que, depuis qu'on est à Pitié-Salpêtrière, qu'il y a eu un examen aussi approfondi.
Et franchement, je l'attendais cet examen. Je précise que je suis le patient depuis plusieurs années et qu'il a juste retenu, le papa a retenu que je n'avais pas examiné et le patient que je faisais le café. Mais heureusement, j'ai pris un médecin étranger qui l'a examiné de la tête aux pieds et qui m'a sauvé la mise. Voilà, alors après, je vous ai dit, bon, bah, on avait décrit notre programme et je me suis dit, bon, bah, quand même, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, moi, mon domaine d'expertise, c'est les mouvements anormaux. Il y a une société savante internationale qui s'appelle la Movement Disorder Society, donc la Société internationale des mouvements anormaux. Et donc, j'ai levé le doigt, je me suis présenté, j'ai dit, je veux m'occuper du groupe d'un groupe qui ferait des recommandations sur la transition. Je veux m'occuper d'un groupe qui ferait des recommandations sur la transition. Et donc, quand on fait ça dans ces sociétés savantes, on prend des gens d'un peu tous les continents, on essaye d'assurer de la diversité et c'est parti. Donc la première étape, c'était de regarder quel était l'état de la littérature existante, qui avait fait de la recherche sur la transition, qui avait écrit des articles de bonne qualité sur la transition. Donc ça, c'est la première étape pour faire des recommandations. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est de regarder ce qui se fait dans la vraie vie, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites dans les articles scientifiques et qui se font. Et donc, on a envoyé des questionnaires dans le monde entier, avec un autre groupe de personnes, encore pareil, de tous les continents, pour savoir comment ça se passe, un peu comme elles ont fait en Île-de-France. Et d'ailleurs, les idées qu'on a trouvées et les choses qu'on a observées, c'est pas forcément mieux, c'est juste qu'on l'a fait avec une certaine méthode et qu'on s'est tenu à notre méthode et qu'on l'a fait dans le monde entier. Et puis ensuite, donc ça a donné lieu à 2 publications. Et puis la troisième, c'était une publication pour faire les recommandations pour les patients qui ont des maladies du mouvement, basées à la fois sur le premier article autour de ce qui existait dans la littérature et le deuxième article autour de ce qui se faisait actuellement dans le monde entier. Sauf que quand on fait des recommandations, c'est pas au doigt mouillé, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'experts qui a regardé les 2 premiers articles et qui, en général, a travaillé dessus, qui propose des recommandations et après, on vote. Et si les recommandations n'arrivent pas à obtenir des suffrages suffisants, on les change et on revote jusqu'à ce qu'on obtienne un consensus. Et c'est comme ça que ça marche. Et évidemment, c'est une méthode bien précise. Hein. C'est prévu à l'avance comment ça va se passer. Et c'est pour ça que ces recommandations ont du poids. Donc là, on a fait le boulot pour les maladies du mouvement. Donc c'est quand même un truc transpathologie, hein, parce que les maladies du mouvement sont très nombreuses. Et en fait, le résultat auquel on est arrivé est quand même transposable à beaucoup de maladies neurologiques et non neurologiques. Donc déjà, c'est une base qui peut servir pour n'importe quel programme de transition, à mon sens, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont vraiment transpathologiques. Et de toute façon, on est en train de faire un autre travail du même type, qui est coordonné par Caterina Mariotti, qui est le réseau Maladira européen, pour faire des recommandations globales sur la transition dans les maladies rares. C'est un article qui va être soumis dans les jours à venir. Donc vous voyez, il y a un travail de recherche qui va quand même soutenir les démarches pour sensibiliser au programme de transition et obtenir des moyens pour soutenir ce programme. Je vous donne une idée des thèmes qui sont abordés dans les recommandations. Donc le soin de transition, comment on compose et comment on structure le programme de soins, comment on planifie et comment on prépare la transition, quels sont les buts du soin au moment de la transition et quelles sont les questions importantes relatives à l'administration, aux assurances et à la recherche. Voilà. Si vous voulez plus de détails, l'article est en open access, donc n'importe qui peut y accéder. Je vous le remets si vous voulez faire la photo. Voilà. Je vous ai mis le premier paragraphe de la discussion de l'article pour dire que, effectivement, on est au balbutiement des programmes de transition. En fait, ce que dit, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise en anglais, ce que ça dit, c'est la personne en transition, c'est comme un migrant. Finalement, l'aventure, elle commence surtout au moment où il pose le pied sur la terre d'accueil, ou la terre hostile d'ailleurs. Et en tout cas,
les pédiatres travaillent depuis longtemps sur les questions de transition et d'une certaine façon, ils ont fait le job parce que eux, la façon de préparer les jeunes à arriver chez les adultes, c'est quelque chose qui culturellement leur tient à cœur et dont ils s'occupent depuis longtemps. Nous, par contre, les médecins d'adultes, on n'y est pas encore et on a beaucoup de chemin à faire sur ce terrain et de choses à faire pour installer la transition au moment où les adolescents arrivent. Voilà. Et puis, je vais terminer, il me reste une diapo, par vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la transition, mais quand même un peu si. J'ai coécrit un podcast qui parle de relations de soins, qui s'appelle Le Serment d'Augusta, et qui questionne la relation de soins en général, mais la relation de soins, c'est quand même le cœur de la transition. Donc si vous avez envie d'écouter, commencez bien par le prologue qui pose l'ambition du podcast, et vous pourrez m'en reparler aussi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça va être Hélène maintenant. Voilà, je vais essayer de ne pas tous vous assommer en fin de journée avec ce focus sur la recherche qu'on essaye de mener à Advenir, avec des partenariats multiples, avec aussi des personnes qui sont ici. Je vais commencer par un petit flashback pour dire que nous aussi, on était en slip en 2017 à l'ouverture d'Advenir. Et la première chose qu'on a faite, c'était comme intervention, c'était monter les consultations de préparation à la transition. On a évoqué des dispositifs assez variés qui permettent de faire le point sur la situation du jeune, de sa vie avec la maladie chronique, la transition. Et nous, vraiment, on avait à cœur de monter ça, de proposer une prise en charge vraiment holistique dans l'esprit de la médecine de l'ado, qui existait depuis déjà une dizaine d'années à Robert Debré, et d'anticiper la transition. Et à ce moment-là, on était en train de valider le questionnaire Good to Go en français. C'était le questionnaire d'aptitude à la transition Good to Go. Et on voyait bien que c'est un questionnaire intéressant et qu'il est valide en français, mais que son utilisation isolée en dehors d'une consultation, elle est très, très limitée. Donc, très rapidement, les consultations de préparation à la transition, ça a un cadre précis, c'est vraiment dans un lieu dédié, Advenir, un moment dédié, on les garde 1 heure, parfois 1h30. Un ado qui vient seul, très souvent pour la première fois de sa vie, voit un patient, c'est un lapsus, un soignant seul, avec un consultant qui fait pas partie de l'équipe de référence et qui est expérimenté en médecine de l'adolescent. Le contenu de la CPT, c'est vraiment passé, présent, futur. On se base sur le questionnaire AIDS, on pourra en discuter à un autre moment si vous voulez. Le Good to Go et puis un examen clinique qui est une étape clé de cette évaluation pour vraiment permettre l'accès au corps, partir vraiment de la puberté, la croissance, etc. Voilà. Et puis ensuite, on fait des recommandations personnalisées pour préparer la transition. Et on a voulu d'emblée évaluer l'apport de ces CPT et on s'est basé sur une méthode qualitative avec un groupe interdisciplinaire, des cliniciens, des chercheurs en SHS pour évaluer un petit peu ce que pouvaient nous apporter les CPT. Et on s'est basé sur les enregistrements des 27 premières consultations. Et ce qu'on a vu donc, dans ce premier travail Advenir 1, qui décrit le processus à partir d'une analyse thématique, c'est qu'en fait, c'est un entraînement, ces CPT. C'est un entraînement parce que c'est la première fois que les jeunes viennent seuls, se présentent à un soignant qui les vous voit. Et ils sont assez galvanisés par cette expérience. C'est la première fois parfois qu'ils mettent en mots la maladie, qu'ils essayent on voit qu'il y a des problèmes de compréhension des termes barbares qu'on utilise. Il y a aussi de la pudeur. C'est compliqué de mettre des mots sur cette maladie. C'est une opportunité unique pour aborder les questions d'ado, les questions de sexualité, l'impact social de la maladie chronique, la famille. Et puis évidemment, on fait le point sur la transition et on regarde s'il y a des facilitateurs et des barrières. Donc, on en conclut que c'est une intervention qui est faisable et qui a sa pertinence pour préparer de manière personnalisée la transition.
Et là, on travaille actuellement sur un deuxième travail à partir d'une analyse discursive psychologique, vraiment pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette consultation pour qu'il y ait des choses aussi riches qui émergent. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce dispositif qui soit reproductible à l'extérieur. Donc on a dans la foulée adapté le dispositif CPT, créé les JT dont Aurélie a fait une petite présentation par vidéo tout à l'heure. Et puis on s'est dit finalement il y a les parents, mais qu'est-ce qu'on en fait des parents? On les reçoit un petit peu en parallèle maintenant pendant la consultation, mais qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils vivent à ce moment-là? Et donc, là est né le projet Plateforme qui s'intéresse au vécu de la transition du point de vue des parents en fait, dans les maladies rares et puis leurs attentes en fait, sur les plateformes qu'on crée. Et là, pareil, méthode qualitative, cette fois-ci par des entretiens avec une sociologue, des entretiens d'au moins 1 heure. Et la sociologue a rencontré une trentaine de parents, dont majoritairement des mamans d'origine sociale très variée, qui avaient des jeunes qui étaient passés ou pas en service d'adultes et très souvent avec des comorbidités, des situations assez complexes. Il y a aussi des représentants d'associations qui ont été interviewés. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que les facteurs qui sont associés à une perception positive, quand est-ce que ça se passe bien, la transition pour les parents, c'est des facteurs qui sont liés soit à l'individu, soit au système de santé. Du côté de l'individu, il y a le contexte clinique. Quand on a une pathologie stable, qu'il n'y a pas de comorbidité, ça se passe quand même mieux. L'histoire médicale, quand il n'y a pas d'errance au début, quand le diagnostic a été fait assez rapidement, c'est plus facile. Il y a des déterminants psychologiques et familiaux aussi. Quand il y a un âge qui est plus avancé, une maturité du jeune, il y a une confiance des parents, une relation parent-enfant qui est plus apaisée, une capacité à faire confiance, à lâcher son enfant en fait. Et puis la personnalité évidemment du parent. Du côté du système de santé, il y a des déterminants sociaux. Quelle est la confiance dans le système de santé des familles? Elle est aussi très liée à l'origine sociale, à l'origine migratoire, à la profession. Est-ce qu'on est familier ou pas de cet univers? On a vu avec toutes les expériences qui ont été soulignées que c'est quand même assez compliqué, même quand on est accompagné à minima. Et puis les déterminants systémiques en pédiatrie, est-ce qu'on a préparé cette transition? Et en adulte, est-ce qu'il y a une coordination de la prise en charge? Et ces résultats rejoignent en fait ce qui émerge dans la littérature, c'est que les parents ils font une transition aussi. Pour eux, c'est une perte de place, une perte d'une identité parfois. Pour des parents qui étaient très très impliqués dans la maladie de leur enfant, très accaparés par les soins, et puis qui parfois, souvent même ont quelquefois un sentiment de solitude, un sentiment vraiment de vie en parallèle des familles qui vivent normalement. Il y a aussi une place qui est mal définie en soins d'adultes. Est-ce qu'ils ont le droit de venir, pas venir? Est-ce qu'il faut qu'ils partent au milieu de la consultation? Il y en a beaucoup qui se retrouvent un peu comme des chiens dans un jeu de quilles. Peut-être qu'ici, il y aura des témoignages aussi. Les soignants d'adultes sont eux-mêmes pas très au clair avec est-ce qu'on peut dire des choses? Qu'en est-il de la confidentialité? Est-ce que je suis obligée de dire ce que j'ai mis sur l'ordonnance, etc. On n'a pas forcément toujours l'info quand on est soignant. Et puis, on voit un conflit des normes et des temporalités sociales et médicales. On parle beaucoup d'ETP, d'autonomie dans les soins en pédiatrie et en médecine de l'ado, et c'est important, mais on leur demande d'être très autonomes assez tôt, alors que dans la vie civile, l'âge de la cohabitation, ça va être 23 ans, le premier emploi stable ou la mise en couple, c'est 27 ans, donc il y a une espèce de hiatus en fait, de quasiment 10 ans entre ces deux injonctions. Et puis pour les parents, légalement, il y a une destitution de responsabilité médicale quand les jeunes ont 18 ans, sauf dans les situations d'autonomie limitée. Mais il y a aussi une forme de devoir de prise en charge, une responsabilité morale de leur enfant qui devient ado, adulte, quelquefois adolescent, avec une place compliquée dans la famille. Et donc pour les parents, il s'agit de passer d'un parent qui fait tout, qui est sur tous les fronts, qui est l'interlocuteur premier, à une espèce d'aidant, l'aidant expert, qui est un terme qui émerge de l'association des aidants notamment, et qui permet vraiment de circonscrire ce concept un peu nouveau. Voilà, et donc ce projet plateforme, il a donné des pistes d'action assez concrètes sur le transfert lui-même, donner les coordonnées de services adultes, être introduit, ça paraît bête, mais on voit que c'est pas beaucoup fait, privilégier le passage vers l'ambulatoire quand c'est possible,
s'appuyer sur un coordinateur de transition, on n'y revient pas. Le conseil en orientation professionnelle, qui est la première thématique qui émerge en fait dans les entretiens. Et puis, un besoin de soutien dans la parentalité au sens large. Et puis, de là sont nés plusieurs projets. La mise en place de consultations par un conseiller d'orientation avec le réseau Handicap Orientation qui est implanté à Paris, qui peut faire aussi beaucoup de choses. Je vous engage à regarder ce qu'ils font. Il y a des groupes de parole qui sont maintenant intégrés aux journées de transition. Le podcast Franchir sur lequel on a collaboré avec Neurosphinx. On travaille maintenant sur une série de vidéos parentalité et transition. Et peut-être qu'un jour, on ferait des webinaires, comme ça se fait dans certains pays, sur transition et parentalité. Un petit projet modeste, mais qui était assez éloquent, c'était un petit projet FIRE qui visait à identifier dans ces plateformes les raisons de non-recours en fait, aux espaces de transition. C'est une petite enquête qui a été faite auprès de médecins qui travaillent dans des endroits où il y a des plateformes, donc Lyon, Strasbourg, Necker et Debré, et qui disent pourquoi vous ne les utilisez pas en fait. En fait, il n'y en avait que la moitié qui utilisaient les plateformes, et on voit que ceux qui l'utilisent, en fait, c'est ceux qui avaient déjà un programme de transition ou déjà un coordinateur de transition dans leur service. Donc, qui a eu aura, d'accord ? Et les motifs de non-recours, ils sont variés et ils sont de plusieurs ordres. Il y a des motifs liés à l'organisation. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut adresser les patients, à quel moment. Il n'y a pas de référent transition dans le service. J'ai pas le temps. C'est un truc en plus. Je suis convaincue, mais c'est compliqué. Il y a le manque d'infos. Comment est-ce qu'on fait pour adresser un patient? À quoi servent les interventions? Est-ce qu'on est sûr que ça sert à quelque chose? Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme activité? J'étais pas au courant, et on voit advenir quelquefois, il y a des choses qui existent depuis plusieurs années, et on nous dit, ah bon, mais je ne savais pas que ça existait. Vraiment, ce travail de communication, on en a un peu parlé, mais c'est un travail titanesque en fait de faire parvenir l'info déjà auprès des familles, mais alors avec nos collègues dans ce contexte hospitalier difficile. Et puis des problèmes de structure, inhérents à la structure. La transition, elle est gérée quelquefois directement en adulte, ou ce que propose la plateforme, c'est pas ce dont j'ai besoin moi comme soignant. Donc, ça souligne ce travail de communication. Et puis, on a parlé du réseau transition. J'espère que j'ai plus à vous convaincre. Voilà. Et pour aller un peu plus loin que cette petite étude FIRE, on a monté cette étude nomade là, qui démarre, qui évalue l'impact des nouvelles organisations de transition sur le succès de la transition, succès au sens accrochage en soins d'adultes et qualité de vie. Et là, on adopte une méthode mixte avec un design simultané. Donc, il y a un volet qualitatif qui est en cours, qui s'intéresse au fonctionnement des espaces de transition et aussi aux raisons pour lesquelles il n'y a pas d'espace de transition à certains endroits, qui ne sont pas forcément que des raisons organisationnelles et financières. Et puis, il y a un volet quanti qui est basé sur l'exploitation des données du SNDS, le Système national des données de santé, qui est un système dans lequel vos données perso affluent de manière anonyme, mais progressivement. Et je vous montre juste un tout petit peu ce qu'on fait sur ce projet un peu nouveau. Il y a une première étude qui est faite sur l'épilepsie. Ça consiste déjà à créer un algorithme à partir du PMSI, un algorithme de repérage des patients avec une épilepsie sévère. Ça paraît bête, mais dans un PMSI, il n'y a pas écrit les pathologies de manière très, très évidente pour dire celui-là, il a une maladie chronique, celui-là, il n'a pas de maladie chronique. Et donc, on fait des critères. Donc, avec les cliniciens, on regarde. Donc, on a défini, par exemple, qu'il faut 2 diagnostics, épilepsie, ou alors un seul diagnostic, mais un jeune qui a été hospitalisé, etc. Donc, on voit que même le critère il a une affection de longue durée, n'existe pas non plus dans ces bases de données, ce qui est compliqué. Et puis ensuite, on valide ces algorithmes sur le PMSI avec une sensibilité, une spécificité, je ne rentre pas dans les chiffres à cette heure-ci, mais si ça vous intéresse, on y reviendra, qui sont donc des éléments qui nous permettent de voir qu'on arrive à repérer assez correctement, même si c'est très très imparfait, les patients dans les bases de données. Et puis après, on regarde dans le système national de données de santé, avec 20 millions de sujets, qui a une épilepsie sévère, pédiatrique, et on voit qu'il y en a à peu près 2 pour 1000. On voit que c'est des approximations, on est très très conscient des limites de ce travail, mais ça peut donner déjà des données. Et puis, on peut regarder aussi comment ça se passe, leur transition.
L'échec de transition, comment on voit qu'il y a eu un échec de transition, on a défini que c'était une augmentation de plus de 15% du recours aux soins qui serait évitable si tout allait bien, c'est-à-dire les hospitalisations et les consultations non programmées. Et on voit qu'il y en a 30% qui sont en échec. Les perdus de vue, c'est ceux qui n'ont pas de consommation de soins dans les 24 mois post-transfert. Voilà, je m'étends pas, mais ce projet Nomade, on en attend vraiment un état des lieux sur plusieurs pathologies, vraiment à partir de ces données nationales. Et puis, on est en train de réfléchir aussi dans un petit sous-projet MacBase à créer un algorithme de repérage qui soit nominatif pour voir dans les hôpitaux qui sont les patients qui seraient concernés par les programmes de transition. Donc là, si on a essayé sur le PMSI, ça marche pas. Donc, si vous avez des idées, on peut réfléchir ensemble pour économiser du temps humain là-dessus. Voilà, rapidement, le projet Transcare, lui, il s'intéresse aux facteurs liés à la réussite de la transition dans les maladies rhumatismales. C'est à partir d'une méthode mixte, ça c'est vraiment situé en post-transition. C'est fait en multicentrique au niveau de la filière RAISE, du centre RAISE. Et puis là, donc, un volet quantitatif qui est en cours avec des questionnaires, un recueil sur dossier. Et puis un volet quali, c'est-à-dire des entretiens faits avec des jeunes et des parents pour voir comment ils ont vécu la transition. Et puis, on a vu de manière globale que le ressenti d'une transition qui est réussie, hein, ce n'est pas forcément l'accrochage en soins d'adultes, comme c'est le critère international qui a été défini dans un consensus, c'est vraiment lié à la qualité de l'interaction avec le médecin d'adulte. Ce n'est pas nouveau, mais on est content de le vérifier. Là encore, hein, on parlait du fait de mettre dans le marbre des messages pour permettre après de pouvoir financer des interventions. Et donc, c'est vraiment la relation de confiance, c'est vraiment un mot qui est beaucoup revenu. Relation de confiance, la qualité de l'écoute du médecin d'adulte, et puis un médecin qui prend son temps, et qui dit prend son temps, dit tarifaction spécifique, parce que les médecins qui prennent pas le temps, c'est pas forcément qu'ils se fichent du patient, loin de là, c'est aussi une pression quotidienne. Et puis ça pose la question des liens entre la pédiatrie et les services d'adultes. Et puis on a monté une petite formation qui s'appelle VJPD, Vos jeunes patients débarquent, pour essayer de former à minima les soignants d'adultes à l'accueil d'un ado ou d'un jeune adulte. Donc voilà, on pourra en parler si ça vous intéresse. Voilà, et puis la maladie chronique, il y a l'hôpital avec les parcours de soins, mais il y a aussi tout le reste. Et puis donc on a quelques projets qui s'intéressent vraiment à la vie hors hôpital, et notamment le projet Carmack sur les conduites à risque. Les conduites à risque, c'est tout ce qui a une conséquence sur la santé, voire la vie, avec une mise en jeu du soi qui est délibérée, hein, avec pas forcément l'intention de mourir, mais l'intention de vivre plus, vivre intensément. Et donc on imagine bien que quand on a une maladie chronique, on est peut-être plus enclin à s'engager dans une conduite à risque. Il y en a plein des conduites à risque, hein, les consommations qui peuvent donner des addictions, les jeux dangereux, les sexualités précoces, pas protégées, etc. Il y a les conduites à risque spécifiques dans la maladie chronique, ne pas prendre son traitement, prendre un traitement n'importe comment s'il est dangereux. Ça, c'est pas toujours bien connu, c'est compliqué à aborder en consultation. Et dans la littérature, on voit que les adolescents avec des maladies chroniques, ils ont plus de conduite à risque. Le problème, c'est que les études existantes actuellement sont basées sur des autodéclarations de la maladie chronique, donc qui mélangent les maladies sévères et les maladies pas sévères, les maladies somatiques et les maladies psychiatriques, alors qu'on sait que c'est des profils de vie qui sont complètement différents. Donc, on a monté ce projet pour étudier tout simplement, au départ, la prévalence des conduites à risque chez les ados qui ont une maladie chronique somatique, et on a pris le critère ALD, donc affection de longue durée, pour dire maladie sévère. Là, on se base sur une méthode mixte avec un design séquentiel explicatif, c'est-à-dire en 2 étapes. Et l'idée plus tard, c'est de développer des stratégies de prévention avec des groupes cliniques et le GTEM notamment qui est bien représenté ici. Voilà. Donc le volet quantitatif, c'est un volet à partir d'un auto-questionnaire qu'on a créé à partir des questionnaires qui sont faits en population générale pour qu'ensuite on ait une comparabilité des données. Donc on a monté un partenariat avec les équipes qui s'occupent de ces grandes cohortes comme HBSC. Et puis on a 21 services qui sont recruteurs. J'en profite pour remercier parce que c'est toujours un gros travail de recruter des patients, d'inclure des patients
des participants dans ces études. Et puis un volet qualitatif qui sera donc second pour aller un peu plus loin dans l'analyse des données quanti et puis pouvoir vraiment transformer l'essai et puis faire vraiment de la prévention ensuite, de la prévention primaire et secondaire. Voilà. Et donc, très rapidement, deux petits projets MG Trans qui évaluent la place du médecin généraliste dans la transition. On a un petit peu parlé du généraliste tout à l'heure, mais on en parle assez peu. On s'est aperçu en fait dans ce projet que déjà sur 100 dossiers médicaux à Debré 112, il y en a 81 qui mentionnent au moins un médecin généraliste. Donc, c'est déjà pas la totalité, ce qui paraît quand même presque un peu gros. Et puis quand Jérémy puis Raymond Zemmour a appelé un par un tous les médecins qui étaient mentionnés, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'y en a qu'un tiers qui sont impliqués dans la maladie chronique. Il n'y en a que la moitié qui sont en fait vraiment le médecin référent. Donc quand on se dit, tiens, il a un médecin traitant, il y a un nom sur un dossier, en fait, il y a une réalité derrière qui est assez fragile. Alors, il y a ensuite eu des entretiens quali semi-structurés avec ces généralistes pour leur dire comment est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés. Et bon, voilà. Donc, je développe pas, je vais pas assommer tout le monde, mais il y a des pistes intéressantes. Voilà, un petit projet CGNA aussi qui s'intéresse cette fois-ci à la sexualité et qui regarde si donner une brochure qui est la brochure Questions d'ado qui est développée par Santé publique France. Donner une brochure en consultation d'ado entre un médecin généraliste et un adolescent, est-ce que ça permet de lancer une discussion en fait sur la sexualité? Donc, je ne sais pas si vous avez envie de répondre oui ou non. En tout cas, ça ne marche pas. Le résultat de cette étude, qui était une étude randomisée, qui était un petit peu cadrée, montre qu'en fait, la sexualité, d'une part, elle est très, très, très peu abordée. En fait, sur les 17 thématiques sexualité qu'on avait, elle était en médiane abordée 1 à 2 thématiques. Et puis, il n'y a pas d'effet brochure du tout. Donc, ce n'est pas du tout une solution facile. C'était voilà, de dire qu'avec une brochure, la question est réglée. Une question de formation d'aisance, etc. Voilà. Et puis, pour dernière diapo, juste si ça vous intéresse, des petits projets qui démarrent, des projets qui s'intéressent à la sexualité et le besoin d'accompagnement chez les ados porteurs de maladies chroniques pour Ajax et Handisex, c'est pour le handicap. Ça, c'est des études quali par des entretiens auprès des professionnels et des ados. Un projet qui fait quoi qui est un premier projet qu'on construit en inter-plateforme de transition sur lesquels on vient de commencer à réfléchir, qui est de construire et d'évaluer un petit outil de communication qui sera un outil parent-ado autour du qui fait quoi au quotidien, en fait, pour encourager l'autonomie, mais vraiment mettre en mots de manière un peu ludique la part de chacun et les pistes d'autonomisation sur certains points. Voilà. Et puis, on va évaluer aussi la journée de transition progressivement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup du coup à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour le professeur Flamand-Rose et le docteur Mellerio? Moi j'ai une question. Par rapport à votre étude, c'est Transcare je crois, vous dites que vous allez distribuer des questionnaires en post-transition. Du coup, comment vous avez défini le post-transition? À quel moment vous les donnez les questionnaires? C'est à 24 mois post-transition et c'est des jeunes qui sont suivis en fait dans des centres de référence du réseau RES. Voilà. Pas de questions. Du coup, Sandrine, tu fais un petit mot? Alors, pour conclure l'après-midi, du coup, nous vous remercions grandement de votre attention. Donc, on peut voir que la transition est une thématique qui est travaillée, qui sera encore plus travaillée, on l'espère fortement. Et voilà, on tenait du coup à remercier
déjà Neurosphinx pour la co-organisation de cette journée, également les intervenants de cet après-midi pour la qualité de leur présentation, et bien sûr toutes les filières avec lesquelles on travaille au quotidien, bien sûr la PHP, également la Fondation des hôpitaux qui nous soutiennent dans notre activité. Et puis, bien sûr, on remercie grandement les patients, leurs aidants, les aidants de manière générale, puisqu'on ne serait pas là à travailler s'ils n'étaient pas eux aussi là, surtout. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour cet après-midi.